Bonjour. Alors, je vous demande quelques instants, je n'ai pas le son. Ça y est, est-ce qu'on est bon là? Ok, Oui. c'est sur un mauvais micro, classique. Je disais donc, bienvenue à tous sur ce webinaire où on va vous parler de la gestion des accès et des accès aux ressources et aux apps. Et donc, le principe de ce cybercamp contrôle, c'est de vous donner des clés, des astuces que nous, on voit au quotidien pour accompagner les startups dans la construction d'une cybersécurité solide qui recouvre à la fois les sujets corporate et métiers et les sujets de dev. Donc, ravi de t'accueillir aujourd'hui, Antonin, ravi que tu m'entendes en plus de tous nos participants. Alors, Merci. Antonin, toi, présente-toi rapidement pour que tout le monde te connaisse. Ouais, enchanté tout le monde. Du coup, je suis Antonin, je suis Head of Engineering chez Carbo, qui est une startup donc dans le climate tech. Donc, on propose aux particuliers et aux entreprises de prendre conscience de leur empreinte carbone et de les accompagner à la réduire. Et ça se fait au travers donc, d'une plateforme web et de beaucoup de pédagogie. Voilà. Super. Et alors, d'ailleurs, qui a accès à cette plateforme chez vos clients? Quel est l'utilisateur de la plateforme? La plupart du temps, donc le point entrant pour nous, c'est le RSE, c'est le responsable RSE ou la responsable. Derrière, nous, on offre la possibilité du coup de partager la responsabilité de venir renseigner les informations liées à l'activité de l'entreprise sur différents postes. Donc, c'est pas uniquement une plateforme à accès unique, c'est tous les rôles de l'entreprise qui sont partie prenante peuvent venir rejoindre Ok, la plateforme et, voilà, et y contribuer. super, très clair. Et donc, aujourd'hui, je pose cette question justement pour prendre un contre-pied, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler des accès dans l'entreprise. Et donc, le retour d'expérience que tu vas nous partager, c'est sur les accès des employés Carbo aux différentes ressources de l'entreprise. Et donc, les sujets qu'on va aborder, c'est comment on identifie, on est sûr de ne pas avoir d'angle mort sur les informations qui sont présentes au sein de l'entreprise et qui y a accès, et puis comment on fait une politique qui est robuste dans le temps. Donc, d'abord, comme on fait une saison de webinaire, on fait un rappel de l'épisode précédent qui cadrait, et si vous l'avez pas encore regardé, vous pouvez le retrouver en replay, bien sûr. Et donc, on cadrait globalement les grands concepts d'une politique de cybersécurité efficace. Donc, je les rappelle ici pour que tout le monde reparte sur la même base. Le premier des concepts, c'est les actifs. Donc, en fait, c'est les objets matériels ou immatériels qu'on va vouloir protéger. Pourquoi on veut les protéger? Pas parce qu'on veut les protéger dans l'absolu, mais parce qu'ils ont une valeur business et qu'il y a une valeur business qui est associée, soit parce soit parce qu'ils ont un intérêt pour la production, ou parce qu'ils ont un intérêt pour la confiance qu'on veut projeter à l'extérieur. À chacun de ces actifs, on applique 3 fonctions de sécurité qui sont soit la confidentialité, soit l'intégrité, soit la disponibilité. Confidentialité, c'est seules les personnes qui sont censées avoir accès à cet actif y ont accès. L'intégrité, c'est si je laisse cet actif sans le toucher, je le retrouve dans le même état. Ça veut dire que quelqu'un n'est pas venu le modifier ou bien qu'il ne s'est pas détérioré tout seul. Et disponibilité, ça veut dire au moment où j'ai besoin de cet actif, eh bien, il est bien disponible pour mon usage. Et donc, ces fonctions de sécurité-là,
elles vont permettre de définir en creux les incidents cyber, c'est-à-dire que la définition d'un incident cyber, c'est que vous perdez tout ou partie d'une de ces fonctions-là sur tout ou partie de vos actifs. OK? Et donc, on décrit un incident cyber comme ceci, c'est sa définition. Et du coup, une bonne politique cyber, ça va être quelque chose qui va venir un peu comme des anticorps en médecine, venir protéger ces fonctions-là et empêcher des acteurs externes ou même internes ou même un accident bête de venir impacter l'une de ces trois fonctions sur un actif. Et quels sont justement ces anticorps qu'on peut développer et mettre en place? Ils ont ils peuvent être présents à 3 moments, c'est-à-dire qu'ils se classent en 3 catégories plutôt, c'est ce que je voulais dire. Ceux qui sont efficaces avant un incident, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de prévenir un incident qu'il n'ait pas lieu. La deuxième partie, ça va être la détection. C'est extrêmement important d'être capable de détecter si jamais il y a bien eu un incident, parce que plus on le détecte tôt, plus on est capable de limiter l'impact. Et la remédiation, après, ça va être, une fois qu'on a détecté, comment on se répare et comment on fait en sorte de ne pas être réattaqué par le même vecteur à l'avenir ou de subir le même accident bête. Et puis évidemment, remettre le business en marche. Il faut avoir à l'esprit aussi que sur ces différents anticorps, protection, ils vont être d'un ordre différent par nature, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être des solutions techniques, ça va être des produits que vous allez déployer dans votre infrastructure. On va parler des gestionnaires de mots de passe dans quelques minutes, ça fait partie des outils qui sont à votre disposition. Il y a aussi une partie qui va être des process, c'est-à-dire que vous vous protégez d'un certain nombre de problèmes et d'incidents simplement en mettant en place des process, typiquement éviter un faux virement ou une fraude au président. Et enfin, de la culture, c'est-à-dire des pratiques qui sont appliquées par chacun et qui font que vous avez une certaine robustesse face à des arnaques ou des personnes qui essayent de détourner les comportements. Voilà pour l'introduction qui rappelle ce que c'est qu'un incident et ce que c'est qu'une protection. Et donc maintenant, on va parler plus précisément de quels sont les accès qu'on peut avoir. Nous, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous donner quelques grilles de lecture qui sont celles qui sont efficaces pour bien organiser les accès au sein de votre entreprise et ensuite vous faire des retours d'expérience sur certains moyens en particulier. Alors d'abord, à quoi on a accès? Et donc là, c'est la première question. Vous vous souvenez dans les incidents qui peuvent avoir lieu, le premier des sujets, c'est quels sont les actifs qu'on va vouloir couvrir. Et on les liste ici parce qu'il y en a qui sont moins intuitifs que d'autres, auxquels on s'attend un peu moins. Par exemple, les actifs physiques. Il ne faut pas les oublier dans le sujet de l'accès à l'information parce que vos documents, ils sont peut-être sur un drive, sur quelque chose qui paraît immatériel ou dans le cloud où vous avez des assurances de sécu, mais il n'est pas impossible que certains membres de votre équipe aient imprimé des choses, les laissé quelque part dans un coworking ou sur un bureau, qu'ils aient eux-mêmes fait des backups pensant bien faire sur des périphériques de stockage qui vont être des clés USB ou des disques durs portables, on le voit souvent, et aussi tout simplement les ordinateurs et les disques durs des ordinateurs. Si vous avez un ordinateur qui est volé et que vous n'avez pas pris de mesures particulières, il est possible que du coup, ces informations-là soient disponibles trop largement. Donc, bien avoir en tête que ces actifs-là font aussi partie du périmètre de la gestion des accès, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans un environnement où les seuls accès possibles sont ceux qu'on a prévus. D'accord? Ça, c'est le bon scénario, c'est celui où on a bien géré les étapes avant, mais il faut aussi penser à déjà tous les accès qui ne sont pas prévus. Deuxième partie, c'est la data, donc là plutôt immatérielle. C'est vraiment l'idée qu'on a en premier quand on parle de la gestion des accès aux données. Donc, c'est les drives et les bases de données qui sont structurées au sein de votre entreprise. Et enfin, il y a aussi un aspect qui est important, c'est les apps et l'infra. Et donc là, ça va regrouper les apps métiers qu'on finit par beaucoup avoir tous autant qu'on est, c'est les Notion, les ClickUp, toutes les applications de productivité et d'organisation dans l'entreprise de tout ça. Donc, ça va être aussi les outils de dev, les GitHub, les GitLab, toutes ces affaires-là. Évidemment, le code de l'entreprise et ses bases de données, comme on l'a dit.
Et puis, un autre élément important à avoir, c'est tous les accès par SSO, c'est-à-dire qu'on va y revenir. Quand vous avez un accès par SSO, je rappelle, le SSO, c'est Single Sign-On, c'est-à-dire c'est la manière que vous avez de vous loguer à un endroit et que ça vous ouvre les accès à beaucoup d'autres applications sans avoir à créer un compte partout à chaque fois. Voilà pour cette couverture des actifs. Et donc maintenant, on va voir ensemble un premier exemple, comme je le disais, qui date d'hier. Donc vous voyez qu'on est dans une actualité brûlante. C'est malheureusement pour lui l'ingénieur du son de Michael Jackson qui se fait piquer son disque dur et son ordinateur. Donc quand je vous disais le périmètre, il comprend les sujets, les sujets physiques, et bien voilà, c'est exactement ça. Malheureusement, là, la protection qui aurait pu être mise en place, mais manifestement qui ne l'est pas, c'est de chiffrer les contenus qui peuvent être volés. C'est-à-dire de chiffrer les disques durs à la fois dans les laptops et aussi évidemment de chiffrer les disques durs portables et les clés USB. Donc un exemple très concret du genre d'accident bête qu'il faut arriver à éradiquer parce que, et on l'a vu dans des startups qu'on accompagne, malheureusement, le scénario de quelqu'un se fait piquer son sac dans un bar ou dans un resto, eh bien ça arrive. Et le jour où ça arrive, soit ça ouvre un gros problème parce que justement, il y a peut-être beaucoup d'infos clients, de clés d'API et tout ça qui sont sur ces ordis-là, et donc il faut considérer qu'elles sont compromises. Soit c'est bon, tout est chiffré, et à ce moment-là, bon, bah, c'est une perte matérielle, mais ça ne trouble pas plus que ça l'entreprise et son business quotidien. Donc, c'est le premier conseil qu'on voulait vous transmettre, c'était de faire attention à ne pas être sur un focus tech only, puisque on a tendance à considérer que le cœur du patrimoine informationnel, c'est les données métiers, c'est vrai, mais en même temps, il peut aussi, les autres données qui sont communes à toutes les entreprises, elles sont aussi importantes parce que RGPD, parce que confiance que vous projetez et tout ça. Donc maintenant, la question, c'est à qui on donne accès à tous ces actifs-là. Donc déjà, pas des inconnus, on l'a déjà dit, c'est-à-dire que mesure classique de sécurité sur les devices, c'est de chiffrer les disques durs et de chiffrer les éventuels supports amovibles de données. Okay ? Comme ça, une perte n'est pas un problème. Deuxième chose, et on va passer au retour d'expérience d'Antonin juste après. On veut caler les principes d'abord. Le principe, c'est le premier des principes qu'on veut vous transmettre, c'est le principe du need to know. C'est-à-dire que la manière dont vous pensez les accès au sein de votre structure, c'est qu'il faut donner les accès qui sont strictement nécessaires à chacun. Okay ? Et ça, c'est une mesure de protection. Pourquoi ? Parce que vous allez mettre des portes coupe-feu, en fait, sur un éventuel incident. C'est assez facile à comprendre, c'est que si vous donnez tous les accès à tout le monde tout le temps, il suffit qu'il y ait une faille sur une personne pour que tout le patrimoine informationnel soit compromis. Alors que si vous avez fait du need to know, ce sera seulement la partie auquel cette personne avait accès. Donc là, l'idée, c'est de bien présenter ce sujet-là parce que ce n'est pas toujours évident de dire à tout le monde on ne vous donne pas accès à ci, on ne vous donne pas accès à ça. C'est en réalité pour les protéger eux-mêmes. C'est-à-dire que si eux, ils sont victimes d'une attaque, ils pourront du coup ils ne pourront pas être responsables de trop de dommages qui sont faits. Donc c'est vraiment un contrat de confiance qui est passé pour aider la robustesse et la résilience de la team. Deuxième principe, qui va vous aider à arbitrer les sujets qui sont spécifiques à votre entreprise, c'est de toujours donner les privilèges minimaux pour accomplir les besoins business, parce que de la même manière, c'est ça qui va empêcher que si par malheur il y a un compte qui est détourné, il ne puisse pas faire plein d'opérations d'administration, changer des infos de facturation, ajouter des utilisateurs, ajouter des filtres, selon les produits et selon les impacts, ça peut être très profond. Donc, du coup, on réduit évidemment mécaniquement quand on ne donne pas les droits administrateurs à tout le monde, puisque un attaquant sera réduit à ce que peut faire un utilisateur si jamais, par malheur, il accède aux différents comptes. OK ?
Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas et puis on fera une réponse à toutes ces questions. Un exemple concret de ce que ça peut donner si on donne trop de droits à des utilisateurs qui n'en ont pas besoin, bah, c'est ce qui s'est passé chez Twitter. Vous avez peut-être vu une faille qui est basée sur des comptes de support qui ont été détournés et par rebond, parce que justement il n'y avait pas assez de, de segmentation dans les accès, ça a permis de remonter à des infos clients et à des compromissions de comptes. Donc c'est vraiment, voilà, ça permet de... Parce qu'on n'imagine pas les effets dominos qu'il y a en général, et donc c'est important de le faire. OK? Donc là, on va passer à un sujet qui est l'accès au compte SaaS, puisque c'est le cœur de nos accès maintenant dans les startups. Et là, on va parler du sujet qui nous intéresse, qui est les mots de passe. Et donc là, Antonin, je voudrais te donner la parole sur toi, ta vision de la gestion des mots de passe au sein de Carbo et quels sont le sujet que vous avez eu à résoudre et comment vous l'avez abordé. Ouais, merci, Mickaël. Ouais, en effet, c'est exactement ça. C'est-à-dire que globalement, on avait un souci de mot de passe, d'une politique de mot de passe que chacun s'appliquait à soi-même. Donc, une politique qui n'existait pas. En réalité, c'était chacun abordait le sujet comme il le souhaitait. Il y a encore quelques mois chez nous. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mauvaises pratiques, des mots de passe trop simples, réutilisés entre comptes, entre différents domaines, partagés de manière pas sécurisée, donc sur Slack, par mail, par bout de papier. Et en plus, on avait vraiment une difficulté à onboarder nos nouveaux collaborateurs et à leur partager simplement des accès. Les accès, donc c'était des heures et des heures à créer des comptes à gauche et à droite. Alors, du coup, une première, on a pu résoudre une partie de ces problèmes avec une politique. C'est-à-dire qu'avec, on a mis en place des guidelines à suivre sur le fait d'utiliser au maximum le SSO que nous fournit Google quand c'est possible, parce que tous les outils, tous nos outils SaaS ne nous le permettent pas. Le fait d'activer systématiquement la 2FA, l'avantage qu'on a, notamment avec Google, c'est qu'on peut la forcer. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était un premier pas. Maintenant, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et puis, on avait introduit pas mal de friction quand même. Hein. C'est-à-dire que générer des mots de passe sécurisés à la main, de tête, c'est compliqué. S'en souvenir, c'est compliqué. Les gens s'inventent des patterns pour générer des mots de passe qu'ils pensent sécurisés, qui ne le sont pas du tout. C'est-à-dire, je prends le nom du domaine et j'ajoute 1, 2, 3, 4 derrière. C'est genre, non. Ce genre de choses. Et puis, la 2FA, c'est aussi une friction. C'est bien plus sécurisé, certes, mais ça ajoute de la friction. Donc voilà. Donc, notre politique de sécurité... Ouais, vas-y. Et ce qui est intéressant, tu vois, dans ce que tu as mentionné, c'est naturellement, c'est le fait qu'il ne faut pas partager de mots de passe entre les services, et on va expliquer pourquoi. Ce qui se passe, c'est que les services qu'on utilise, il y en a une bonne partie, malheureusement, qui vont finir par perdre une base de données. Et on va voir un peu après comment ça peut arriver. Et donc, les mots de passe qu'on a mis dedans, malheureusement, ils peuvent être compromis. Même si nous, on s'est très bien comporté, c'est les autres qui ont perdu notre secret. Et donc, du coup, ça veut dire que si ensuite les attaquants ils reçoivent ça et ils essayent de se reloguer sur plein d'autres services avec le même couple login-mot de passe. Et donc, si on a partagé des mots de passe entre services, on va permettre aux gens de se reconnecter sur d'autres comptes avec ces mêmes paires de login-mot de passe. Donc, ne jamais partager de mots de passe entre les services. C'est pour ça qu'il faut un générateur aléatoire, parce que en fait, sinon, justement, cognitivement, on ne peut pas tenir avec 100 ou 150 services numériques qu'on utilise quotidiennement. Le partage au sein de l'équipe, ça c'est très important aussi, parce que la menace qui est associée à ça, c'est que le jour où vous partagez un mot de passe sur Slack, il n'y a pas de problème. Ok, boum, c'est partagé dans Slack, pof pof, ou c'est un mail, ou c'est quoi. Il faut se projeter dans le scénario où plus tard, 6 mois, 1 an plus tard, il y a malheureusement un compte qui est compromis. Et donc là, les attaquants, c'est facile, ils remontent dans l'historique
des mails, ils remontent dans l'historique Slack et ils vont trouver les clés d'API, les mots de passe qui sont partagés et qui n'auront en général pas été rotationnés depuis. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir bouger latéralement dans le système d'information et remonter de plus en plus dès qu'ensuite ils arrivent à trouver un accès à un compte admin et à ce genre de sujet. Donc voilà pourquoi ces mesures-là, elles sont efficaces et pourquoi elles sont nécessaires. C'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe réellement. Et donc, il y a une manière de tout faire en même temps, de tout accomplir ces conseils en même temps, et c'est la manière que vous avez adoptée, Antonin, au-delà de la politique. Bon, du coup, cette politique, elle est bien, elle n'est pas parfaite, c'est un début, mais effectivement, il faut un support, il faut quelque chose pour nous aider à la mettre en place et pour réduire la friction que ça introduit dans les tâches quotidiennes de chacun et chacune. Et du coup, la solution pour nous, elle était assez évidente. En tout cas, une première solution, c'était de choisir un gestionnaire de mots de passe. Voilà. Absolument. Et donc là, ce que ça vous permet, c'est que donc, le gestionnaire de mots de passe, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ça, c'est un tool. Vous avez un mot de passe maître qui en fait chiffre l'intégralité des secrets que vous allez mettre dedans. Donc seul vous pouvez déchiffrer ce coffre-fort. Et dedans, vous allez pouvoir à la fois générer et enregistrer tous vos mots de passe aléatoires et avoir des aides pour remplir automatiquement les bons champs pour que ce soit très léger à l'utilisation, y compris avec la 2FA. Et c'est bien le retour d'expérience que vous avez eu, Antonin? Ouais, alors du coup, moi, pour le coup, à titre personnel, j'utilise depuis pas mal d'années un gestionnaire de mots de passe qui est LastPass. Donc j'avais déjà une première expérience avec l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe. J'en vois clairement l'intérêt. C'est une première chose. Moi, le souci que j'avais avec LastPass, c'est que je l'ai choisi il y a des années. Il n'y avait pas encore une offre extrêmement vaste. Il y avait KeePassX et ce genre d'outils qui étaient quand même assez complexes à mettre en place si on veut les avoir à disposition sur tous nos devices, sur mobile notamment à l'époque, ce genre de choses. Donc j'avais fait le choix d'une solution en SaaS. Je regrette pas spécialement, mais c'est vrai que LastPass accuse son âge, c'est-à-dire qu'ils ont très peu évolué en termes d'UX principalement. Et autant moi je me considère comme quelqu'un d'assez tech, hein, concrètement c'est mon métier, autant le reste de l'équipe ne l'est pas forcément, et je voulais pas leur imposer un outil trop tech. C'est une première chose. L'autre chose, c'est que du coup, LastPass, ils ont quand même, bon, c'est peut-être lié au fait qu'ils sont anciens, mais qu'ils sont là depuis longtemps, mais ils ont quand même un certain historique de brèche, encore très récemment. Et même si je trouve qu'ils ont une bonne communication sur le sujet, ce qui est bien, bon, ça commence à m'inquiéter et leur rachat il y a quelques années, ça n'a pas arrangé grand-chose, notamment sur leur offre commerciale qui est pas très claire aujourd'hui à mon sens. Oui. Voilà, donc Du coup, vous avez fait le choix. ouais, c'est ça. C'est ce qui a fait que malgré mon habitude avec LastPass, pour moi, c'était pas forcément le meilleur choix. Et j'ai essayé différentes solutions et OnePassword est ressorti vainqueur de ce combat. Oui, donc nous, c'est effectivement la solution qu'on voit majoritairement, OnePassword et puis Bitwarden. Il y a Dashlane aussi. Il y a un certain nombre d'acteurs sur ce segment-là. Ce qu'il faut, c'est déjà souvent au sein de l'équipe, il y a quelques usages déjà implantés, comme tu le dis, Antonin. Et donc, dans votre équipe, commencez, si vous voulez faire ce chantier-là, commencez par regarder s'il n'y a pas une solution qui est déjà utilisée, parce que du coup, elle sera naturellement bien adoptée. Et c'est ça qui compte. Pour l'adoption, c'est un vrai chantier et nous, au sein de la plateforme, on a développé un module de tutoriaux qui va accompagner tous les utilisateurs pour que ce ne soit pas simplement un tool qui existe dans un coin puis qu'on n'installe pas ou qu'on n'utilise pas, mais bien quelque chose qui est utilisé par l'équipe. Et donc, on a eu le plaisir d'accompagner Carbo dans ce process-là. Exactement, c'est vrai que cette partie-là, elle est importante parce que même si on a le sentiment d'avoir choisi l'outil le plus accessible pour le reste de nos collaborateurs et collaboratrices,
ça reste quelque chose de vraiment compliqué. C'est un coup de main à prendre pour les gens. C'est des usages. C'est vraiment changer les habitudes. C'est extrêmement dur. Et donc là-dessus, nous en plus, on n'a pas de poste dédié. Là-dessus, moi, je suis responsable de l'ingénierie chez Carbo. Et on va dire que ma fonction sécurité, c'est vraiment du bonus. Mais du coup, je la fais vraiment en best effort. Et du coup, voilà. Donc, c'est vraiment une charge de travail assez importante. Excellent. Donc voilà. Donc, c'est vrai que voilà, tout ça, la mise en place d'un password manager, ça nécessite d'avoir à gérer correctement son annuaire. C'est-à-dire que quand on fait un onboarding, il faut être capable de créer des comptes, notamment au niveau du gestionnaire de mots de passe. Il faut être capable de faire du support en interne dessus, quand les gens rencontrent des problèmes, quand ils ne comprennent pas une fonctionnalité, quand il y a un besoin de réinitialisation des mots de passe. Pardon Michel, peut-être que je vais un peu en avance de phase par rapport à ta Non, c'est ça. présentation. Je mets le slide dont tu parles, c'est qu'il y a des compromis. C'est pas le truc tout beau, tout. Enfin voilà, c'est un sujet à traiter. Il y a des compromis. Tu en as parlé sur le niveau de sécu, c'est-à-dire que récemment, comme tu le disais, vous voyez, ça date de quelques jours. LastPass a des problèmes qu'on va aborder maintenant sur la partie DevOps liés malheureusement à des mauvais stockages. Et bon, voilà, donc on place sa confiance dans un acteur, c'est un compromis, évidemment. Il y a un autre, pour montrer que ce n'est pas spécifique à une marque, vous avez aussi une faille dans KeePass qui vient d'être mise à jour, mise au jour, et du coup, une mise à jour a lieu. Et donc, je vous mets ici un tweet, vu que personne lit mes tweets, je force tout le monde à les lire par ce webinaire. Et vous voyez que, en fait, il y a aussi, il y a toujours des trade-offs à faire et utiliser un password manager, ça en est un. Cependant, long story short, le bilan de protection, il est infiniment positif. En plus, il y a des marques et des producteurs de password manager qui n'ont pas d'incident à date et qui gèrent les choses de manière plus efficace manifestement. Et donc, le bilan, il est très, très, très positif. Et donc, on vous incite tous à suivre ce chemin. C'est vraiment un no-brainer sur les premiers arbitrages sur la gestion des accès. Je voulais revenir sur un point, c'était de bien activer la tout-effet sur les comptes servant à du SSO. Tu l'as dit, dans Google, c'est possible. C'est particulièrement nécessaire parce que à partir du moment où vous donnez accès par un point, un single point of failure à beaucoup d'apps, évidemment, faites gaffe que ce portail-là, il ne puisse pas être compromis. Donc, faites activer la tout-effet à vos équipes. Donc, aussi activer la tout-effet sur tous les services possibles. Et le niveau de sécu, il en deviendra d'autant plus accru, sachant qu'avec les password managers, maintenant, la tout-effet, elle s'intègre dedans. Donc, c'est un trade-off aussi, mais on vous conseille de le faire. Et sur ce sujet, tu parlais de l'onboarding et de l'offboarding. C'est aussi très important d'avoir un tableau de tous les accès SaaS au sein de l'entreprise pour être capable à tout moment de savoir qui a accès à quoi, à l'onboarding et à l'offboarding surtout, de couper les accès qui avaient été donnés. Okay, donc ça, c'est vraiment les choses à faire. Vous avez trouvé un petit sondage dans la partie de droite qui vous demande ce que vous pensez sur les password managers, par exemple. Et maintenant, on va pouvoir aller plus loin avec avant de passer à vos questions, explorer quelques méthodes de protection qui vont au-delà du password manager. Il y a une première méthode qui va être d'avoir une clé physique sur les comptes qui sont particulièrement sensibles. Une clé physique, ça veut dire que c'est une double authentification, de la même manière que la double authentification qu'on connaît avec les 6 chiffres. Je rappelle le principe d'une double authentification, c'est que le mot de passe, c'est quelque chose que vous êtes censé connaître, et ensuite on va demander un autre moyen de vous authentifier qui est plutôt quelque chose que vous possédez. Donc avec les 6 chiffres qu'on finit par connaître, dont on finit par connaître le fonctionnement, c'est en fait vous possédez un secret qui vous a été donné à un moment donné, mais que vous n'avez pas choisi. Une clé physique, c'est quelque chose évidemment que vous possédez physiquement, donc il va falloir brancher en USB votre clé, et c'est cette combinaison de votre mot de passe plus cette clé qui va vous donner les accès. On recommande de le faire particulièrement sur typiquement un compte admin Google Workspace ou Office 365 parce que c'est vraiment la clé du château.
Un autre conseil pour aller plus loin, c'est de regarder régulièrement les connexions que vous avez autorisées par le SSO de vos comptes IT. Donc ça, c'est très simple. Vous pouvez aller dans le menu de votre compte Google et regarder quelles sont les applications qui peuvent se connecter en votre nom ou récupérer des informations depuis votre compte. Vérifiez que vous n'avez pas d'app qui traîne. Euh, Vous avez peut-être vu ou été victime par rebond de Heroku lorsqu'ils ont eu leurs problèmes. C'était justement si vous aviez laissé traîner une autorisation Heroku sur votre GitHub qui n'était plus utile, vous vous êtes exposé à un risque inutile. Okay. Intervenir sur ce point, Ouais. sur le problème de sécurité Heroku de l'année dernière. Ça a été, je pense, le problème de sécurité qui moi, m'a même le plus impacté de ma vie professionnelle. Mm-hmm. Parce que du coup, on a encore une partie de de notre plateforme qui est chez Heroku. Et en fait, l'incident de sécurité, donc ça a forcé Heroku à décider de couper pendant près de 3 mois leur fonctionnalité de Review Apps, qui était vraiment au centre de notre workflow engineering pour livrer nos développements à l'équipe produit pour qu'ils en fassent une validation fonctionnelle avant la mise en prod. Et du coup, pendant 3 mois, on a eu des galères, on a dû dédier du temps à essayer de trouver des solutions alternatives, à faire tester l'équipe produit sur nos machines de dev. Ça a été vraiment un énorme impact en termes de productivité pour nous. Donc, les problèmes de sécurité, c'est pas juste une perte même quand c'est pas chez nous, quand c'est chez si c'est chez un tiers, ça peut nous impacter fortement en Ouais, termes on de est très business. interdépendants, ouais. C'est vrai. Et ce qu'on dit là sur les SSO, sur les connexions de comptes, c'est vrai pour vous, c'est aussi vrai pour tous les membres de votre équipe. Et donc, du coup, alors là, ce serait quelque chose qui impactait toute l'équipe de dev, mais il y a quelques outils qu'on peut utiliser chacun de notre côté. Et donc, vraiment, il faut que chacun dans l'équipe ait les bons réflexes d'aller voir régulièrement. Et du coup, ça nous amène sur les sujets de dev qu'on voudrait traiter et partager les expériences là-dessus. Donc, évidemment, ce qu'on a dit sur la 2FA, ça s'applique beaucoup aux devs puisque c'est très facile d'introduire une backdoor dans un code si vous y avez accès. Donc, vraiment, exiger la 2FA sur les comptes de dev et les signatures de commit. Et si vous avez des parties sensibles dans vos repos, utilisez des solutions de protection. En guide secret, si vous devez vraiment committer les choses. Sinon, il existe pas mal d'autres solutions. On va en voir une juste après. Et puis après, c'est des pratiques plutôt de dev classique, mais qui sont de la fiabilité. C'est pas de push sans pull request ou merge review, et pas de modif de CI/CD sans review, parce que ça peut être ce qu'utilise un attaquant pour soit pusher du code directement, soit désactiver des checks au CI/CD pour mettre en place de la déstabilisation. On a un sujet qui nous tient à cœur, c'est les fichiers d'environnement et les variables d'environnement, puisque c'est par là, évidemment, qu'on fait transiter beaucoup des secrets. Et donc, la question se pose de qui a accès à quel secret. Le plus simple, c'est de dire toute l'équipe de dev a accès à tous les secrets. Et puis, c'est parti, on met ça en prod avec les différents outils qu'on peut avoir. Évidemment, ça ne respecte pas le need to know et le principe de moindre privilège qu'on a dit au début, qui s'applique très bien au sujet de dev. Et donc là-dessus, il y a des solutions qui existent. Il y en a une qui s'appelle Doppler, il y en a une qui s'appelle HIVault, il y en a qui 1Password propose aussi sa manière de gérer des secrets et de les pousser sur les instances de prod ou de staging d'ailleurs, et du coup de différencier les accès. Vous, Antonin, sur ces questions-là, qu'est-ce que vous préférez faire ou qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Alors, ouais, nous, aujourd'hui, on est encore avec des variables d'environnement. Alors, les secrets eux-mêmes, du coup, c'est plutôt bien fait parce que du coup, le système de secret dans GitHub est plutôt bien. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas moyen de relire un secret une fois qu'il a été rentré dedans. Donc, Oui. c'est vraiment une opération qu'on fait. On s'assure juste qu'il n'y a personne derrière nous quand on le fait. Mais Ouais. on fait un copier. En gros, on va récupérer le secret dans 1Password parce que c'est là qu'il est accessible Voilà. en réalité. Et on va le mettre, on va le renseigner à GitHub, notamment parce qu'on utilise GitHub Actions pour notre CI.
Donc, on va le renseigner, mais même nous, on ne pourrait pas retenir ces mots de passe, ils sont bien imbitables, sûr. d'une part, et d'autre part, de toute façon, on fait un copier-coller depuis OnePassword dans l'interface de GitHub, et du coup, à aucun moment, on les voit. Oui, C'est toujours remplacé par des points. Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Effectivement, on a une réflexion en cours sur quelle solution de Vault on veut utiliser à terme, parce que c'est vraiment une best practice. Donc, on a déjà OnePassword, donc bien sûr, on évalue la solution de OnePassword avec leur système. Il y a HashiCorp Vault, effectivement, il y a Doppler, dont tu nous as parlé il n'y a pas longtemps. Voilà, on évalue ces solutions et on verra dans le futur. Pour l'instant, nous, ce qu'on a pour l'instant, c'est un Vault infra où on stocke ouais, les secrets dans de votre notre passeport. infrastructure, qui est extrêmement restreint en termes d'accès. Il y a vraiment que les gens qui ont une position d'administrateur système chez nous qui ont accès. Parfait. Parfait. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment là où vous stockez les clés. Les variables d'environnement, il y en aura tout le temps, mais le sujet, c'est est-ce que vous les mettez dans des fichiers qui sont dans le repo? Bon, évidemment non, hein, je le rappelle, mais tout le monde le sait. Euh, et donc, du coup, où est-ce qu'on les stocke? Donc, soit dans GitHub, soit dans un Vault, soit différemment selon vos process de DevOps. Mais le sujet, c'est de savoir où est-ce que vous les stockez. Un password manager, c'est très bien si vous avez une équipe qui permet ce fonctionnement-là, c'est-à-dire une petite échelle. Et ce qui est important aussi, je le dis au passage, c'est de bien séparer prod et staging. Donc évidemment, ça, on a l'habitude, mais maintenant, il faut aller jusqu'au fait de séparer aussi les secrets prod des secrets staging. C'est-à-dire que c'est bien que personne n'ait accès, enfin que peu de gens aient accès à la base de données prod, sauf que si vous stockez la clé d'API au même endroit que la clé d'API staging, bah, du coup, c'est comme si vous n'aviez pas implémenté cette mesure de sécurité. Et donc ça, c'est particulièrement important pour garantir la bonne compartimentation. Et enfin, ça nous amène au sujet des backups. Et là, c'est important aussi de considérer que les backups sont aussi sensibles que votre donnée de prod. D'accord? Parce que un backup, c'est facile de ensuite, une fois qu'on l'a fait, le stocker à un endroit et puis on ne fait pas trop gaffe. Et puis en fait, beaucoup de gens ont accès à ce backup-là. C'est ce qui s'est passé pour l'incident LastPass ici. Donc ça arrive même aux grands. Donc faire attention à ça. La politique de backup, elle ne s'arrête pas à j'ai fait le backup, elle s'arrête à j'ai fait le backup et je l'ai stocké en sécurité, c'est-à-dire que je l'ai rechiffré avec une clé que j'ai stockée à un endroit qui est bien protégé. Ouais, moi j'ai un petit commentaire là-dessus. Du coup, effectivement, nous aussi, nous de notre côté, on a fait un gros travail pour pouvoir avoir des extracts de notre base de prod anonymisés, qui sont extrêmement pratiques, hein, pour avoir des jeux de données similaires à la prod, pour pouvoir reproduire certains problèmes de perf ou des bugs, tout simplement. Ouais. Ça a une grande valeur, mais du coup, on a mis une très grande emphase sur l'anonymisation des données. Et Voilà. Mais ça en valait largement la peine. effectivement, et c'est un très bon moyen du coup de cocher toutes les cases RGPD, puisque en fait, une fois que vous avez bien isolé votre partie prod et les secrets prod, vous contrôlez exactement les flux qui vont et qui viennent de votre base de données métier à anonymiser, enfin avec des données personnelles. Ce qui fait que si vous contrôlez le seul gateway qui part de ça pour faire un export, bah c'est bon. En RGPD, vous avez par construction couvert tous les chemins, puisqu'il n'y en a qu'un. Alors que si c'est ouvert à tout le monde, bah, ça devient très compliqué de maîtriser et d'avoir une quelconque garantie sur la bonne sécurité des données perso. Après avoir fait ce tour d'horizon, on est à l'écoute de vos questions. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu, je n'ai pas regardé pendant qu'on parlait, mais l'équipe l'a fait. Est-ce que vous avez des questions particulières, soit issues de votre expérience, soit à propos de ce qu'on a dit? On a évidemment fait le choix de couvrir des principes plutôt que des cas concrets de DevOps, etc., puisque dans le temps qu'on se donne pour vous en parler, il n'est pas possible de couvrir trop de situations différentes, mais normalement, en appliquant les concepts et les grandes règles qu'on a partagées, vous devez être capable ensuite de l'implémenter sur vos cas particuliers. Et bien sûr,
je le dis au passage que la plateforme contrôle est là pour vous aider à faire ce saut du général au particulier. Existe-t-il des solutions de tout effet partagées au sein d'une équipe? Nous utilisons Dashlane pour les passwords. La réponse est oui. Absolument. Vas-y, Antonin. Ouais, du coup, c'est le cas de OnePassword. Euh, voilà, donc en gros, quand on a besoin de partager un compte chez nous, donc c'est quelque chose qu'on évite autant que faire se peut en réalité, mais quand on doit le faire, notamment, il nous arrive de créer des comptes de CI, des comptes qui ne sont pas dédiés à des êtres humains, mais auxquels on doit accéder de temps en temps. On a notamment un compte CI pour GitHub, qui est extrêmement restreint en termes de partage dans OnePassword, mais du coup, comme OnePassword permet de saisir un champ OTP, donc le générateur un générateur de mots de passe jetables. Ça remplit la même fonction que l'application Google Authenticator ou un SMS. Et du coup, oui, ça permet notamment de partager des comptes qui sont protégés par tout effet entre collaborateurs, avec ce léger drawback, inconvénient, que en réalité, du coup, ça diminue légèrement la sécurité qui est censée offrir la effet, parce que la effet, normalement, c'est 2 facteurs distincts. Or là, vous allez avoir les 2 mots de passe, le permanent et le temporaire, fournis par la même application. Est-ce que j'ai bien répondu, Mickaël? Exactement. Et c'est important de bien comprendre du coup le trade-off qui est fait en utilisant la 2FA dans le gestionnaire de mots de passe. C'est que vous continuez à vous protéger d'une fuite de ce mot de passe à l'extérieur. Parce que si le mot de passe, il faut comprendre que les 6 chiffres, ils sont générés à partir d'une clé crypto qui est un secret en lui-même, qui n'est pas stocké avec les mots de passe. Okay, donc, si jamais le service que vous utilisez se fait voler un problème et que quelqu'un a accès à votre mot de passe et arrive à le reconstituer, il pourra essayer de se connecter avec, mais il n'aura pas les 6 chiffres qui changent toutes les 30 secondes. Donc, vous vous protégez de ça. Là où vous perdez une forme de protection par rapport à la 2FA, c'est que si quelqu'un obtient l'accès à votre propre Dashlane, OnePassword ou Bitwarden, à ce moment-là, il pourra utiliser les accès. Okay, donc, vous faites un compromis là-dessus. Par contre, sur la sécurité vis-à-vis de l'extérieur, vous êtes toujours parfaitement protégé. Est-ce qu'on recommande une analyse de risque systématique type EBIOS-RM en amont? Alors, déjà, rappelons rapidement ce que c'est qu'une analyse de type EBIOS-RM. C'est un framework de l'ANSSI d'analyse de risque. Donc, où vous allez pouvoir classer justement tous vos actifs, classer les éventuels incidents et impacts qui peuvent y être liés, et du coup, être en mesure de faire une classification des risques en fonction de leur probabilité d'occurrence et de l'impact que ça a sur votre entreprise, et du coup, classer les moyens de protection que vous allez mettre en place pour partir de ceux qui vous feraient le plus mal à ceux qui vous font le moins mal, c'est-à-dire les prioriser tout simplement entre eux. Alors, on recommande de faire une analyse de risque, oui, pas en premier en général, parce que l'analyse de risque, elle est utile quand vous voulez prioriser des actions qui ne sont pas urgentes, quoi. Si je veux, il y a un certain nombre, pour le dire autrement, il y a un socle d'hygiène et de sécu d'une bonne politique qu'il est nécessaire de faire de toute façon, et que toute analyse de risque vous fera ressortir en priorité. Donc nous, notre approche, c'est de dire commencer par ce socle-là. Typiquement, cette gestion des accès et être sain sur les mots de passe, c'est quelque chose, il n'y a pas besoin d'une analyse de risque pour savoir qu'il faut le faire. Soit vous le faites et c'est bon, soit vous ne le faites pas et de toute façon, il faut le faire. Et donc, on ne perd pas de temps sur une analyse de risque, on le fait directement. Et une fois qu'on a fait le socle d'hygiène, à ce moment-là, il est pertinent de prendre du recul et du coup, de prioriser les actions à venir, qui sont souvent des actions du coup un peu moins triviales parce qu'on a traité la base. EBIOS ou pas EBIOS, après, ça, c'est le goût de chacun et les expériences de chacun. EBIOS, c'est souvent, ça s'applique bien à des gros systèmes. On peut souvent faire des analyses de risque qui sont un peu plus légères et qui donnent des très bons résultats sur des équipes de taille startup comme on discute ici. Comment on anonymise une BDD de test, Antonin? Vas-y, raconte. Alors, je vais répondre à cette question. Je voulais juste revenir
en une Ouais, seconde sur la question de Juliane juste avant, là, d'accord. sur l'atout effet partagé. L'avantage aussi de OnePassword, c'est que du coup, c'est considéré comme un champ et il est capable de le pré-remplir aussi dans les différents formulaires et les différentes applications. Donc, ça devient vraiment très pratique. On fait même plus de copier-coller. On n'a plus du tout à le rentrer à la main. Donc, c'est vraiment super. Ah ouais. Du coup, pour la question du Go, on a trouvé une solution que je n'ai plus en tête. Donc, on se base sur une librairie d'anonymisation qu'on a mise dans un job de CI qui tourne régulièrement. Et on lui a donné une définition une politique d'anonymisation de notre base de données. Donc, en gros, on passe table par table, colonne par colonne, pour dire cette colonne, dans cette table, tu vas m'anonymiser et on peut donner, on lui indique nos préférences en termes d'anonymisation. Il se trouve que nous, on fait vraiment de l'anonymisation complète, c'est-à-dire qu'on n'a même pas moyen de revenir avec. On n'a pas de seed, ce qu'on appelle une seed, on n'a pas de seed pour pouvoir remonter à l'information source d'origine. C'est parce qu'on n'en a pas le besoin. On a vraiment juste besoin d'avoir le même niveau de complexité que notre base de production, mais on n'a absolument pas besoin de pouvoir retrouver le client, notre utilisateur particulièrement. Donc voilà. Très clair. Je peux retrouver le nom de cette solution si vous le souhaitez. Envoyez-moi un mail, antonin@heliocarbo.com, et je me ferai un plaisir de vous recommander la solution qu'on utilise. Super. Effectivement, Je, bon, je reviens, je reviens sur la CI. Ouais, c'est vraiment c'est parfait pour nous. On n'a pas à s'en soucier. Moi, la CI, c'est mon meilleur ami. Vraiment, ma meilleure amie, je sais pas. Euh, c'est vraiment le voir au-delà de vraiment un pipeline classique, de dire c'est pour livrer du code. On peut lui faire plein d'autres choses. Et j'en profite, puisqu'on parle des accès aux bases de données, de la CI, etc. Euh, Ici, on a traité des accès logiques. Il y a ensuite toute la phase, toute la couche d'accès technique qui va être nécessaire de bien protéger aussi. Mais là, on était sur les accès logiques. Ce que j'entends par couche technique, c'est bloquer l'accès par les IP, enfin, bloquer sur un nombre d'IP restreint l'accès aux bases de données, par exemple. OK? Donc, si vous avez votre cluster qui tourne, bah, que votre base de données de prod, elle soit accessible seulement depuis les IP de ce cluster-là, ce qui fait que même avec des accès, on ne peut pas y accéder de l'extérieur de votre cluster. Et du coup, c'est ça qui m'y fait penser, c'est que quand vous avez une CI qui tourne, vous pouvez peut-être justement avoir à ajouter une IP de la CI pour qu'elle puisse faire un export de la base automatiquement. À ce moment-là, évidemment, faites attention parce que votre CI devient un acteur qui a accès à toutes ces données-là. Donc, vous devez le traiter comme ça et vous devez le traiter avec le niveau de, de sensibilité que ça implique. Pour être plus précis, nous, on anonymise, on récupère un dump qu'on anonymise. Du coup, on va pas, du coup, notre CI ne se connecte pas à la base elle-même. Mm. Donc, le risque est réduit parce que du coup, il n'y a aucun potentiel d'écriture sur la base ou quoi que ce soit. Ouais, ok. Donc du coup, vous appliquez les concepts qu'on a dit là, c'est-à-dire votre dump, eh bien, il est prévu qu'il soit stocké à un endroit, que l'accès à ce dump-là, il est bien verrouillé et tout ça. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec ces quelques clés de lecture, eh bien ensuite, on peut les appliquer à tous les cas concrets et puis être certain que les choses, elles sont bien gérées. L'idée de tout ça, vous avez bien compris, c'est de réduire la combinatoire. Il faut qu'il y ait le moins de chemin possible pour accéder à des choses, et c'est ainsi que vous allez être sûr que vous n'avez pas d'effet domino imprévisible. Super. Est-ce que non, je ne vois pas de nouvelles questions. On vous a proposé quelques sondages de retour d'expérience pour comprendre comment s'est passé ce webinaire. Si vous aviez d'autres questions, évidemment,
on est là en follow-up pour vous aider et vous accompagner dans la mise en place de ces règles-là en spécificité au sein de votre structure, par notre équipe, par notre plateforme. Merci Antonin. Est-ce que tu as un mot de conclusion particulier sur ces sujets d'accès? Je sais pas si je vais encore. Ouais. Ouais. Complètement. Du coup, c'est une découverte. C'est encore en phase de découverte. Pour nous, le gestionnaire de mot de passe, on n'utilise pas son plein potentiel. On n'a pas encore vraiment fait de. Ça fait quelques mois maintenant qu'on l'utilise, mais on n'a pas encore eu l'occasion. Comme je vous disais, moi, je fais ça vraiment en best effort. Donc voilà, on se fait accompagner par contrôle là-dessus, heureusement, parce que encore une fois, toute la partie formation, j'ai pas eu à m'en charger. On va rentrer dans une phase de feedback et du coup d'amélioration continue du process et de l'utilisation de l'outil. Et puis d'utiliser de plus en plus les différentes fonctionnalités de l'outil. Un exemple concret là-dessus, je suis en train d'encourager mon équipe à utiliser l'agent SSH qui est inclus dans l'application OnePassword, qui permet de ne plus avoir à stocker sa clé SSH sur sa machine directement, ou en tout cas chiffrée derrière OnePassword. Ça permet notamment de la locker dès que l'application OnePassword se bloque, c'est-à-dire ça peut être défini, mais nous, actuellement, c'est toutes les 10 minutes, par exemple. Toutes les 10 minutes, la question nous est reposée de coucou, tu es en train de faire un git push, j'ai besoin d'un accès SSH, l'accès SSH est bloqué, et là, du coup, OnePassword se lance tout seul et nous dit merci de vous authentifier pour débloquer la clé. Et du coup, c'est vraiment une très bonne sécurité parce que c'est vrai qu'avoir sa clé SSH en accès libre, en tout cas le potentiel de nuisance de sa clé SSH disponible quand notre ordinateur est déverrouillé, notre session est déverrouillée, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc, il y a cette chose-là qu'on fait. Et l'autre chose, du coup, pour rendre la chose plus facile, parce qu'on le fait à longueur de journée, du coup, de débloquer OnePassword, prenez des ordinateurs pro, ou pas pro, mais avec du biométrique. C'est parce que du coup, OnePassword gère le biométrique et du coup, ça permet de ne plus avoir à taper son mot de passe toutes les 30 secondes, juste juste à poser le doigt sur la machine ou à prendre une jolie photo et ça va. Et ça fluidifie vachement et ça efface cette contrainte de sécurité. Absolument. Et alors pour le biométrique, d'ailleurs une YubiKey, c'est-à-dire une clé physique, peut marcher aussi. Pour le biométrique, si vous n'avez pas de capteur d'empreinte sur votre ordi fixe ou laptop, il existe quelques clés USB très bon marché qui vous permettent d'avoir une empreinte digitale et vous vérifiez que ça marche avec votre environnement de dev. Et c'est une très bonne manière de combler ce manque de hardware si besoin. Mais en tout cas, effectivement, ça fait partie vraiment des astuces d'adoption qui sont efficaces au quotidien. Eh bien, merci à tous. On est arrivé au bout de ce webinaire et des conseils qu'on avait envie de partager avec vous et de ce retour d'expérience. Merci beaucoup, Antonin, pour ce partage et du concret. Merci à tous d'être présents. Et puis, on se retrouve pour un nouvel épisode, tout début mars, avec un sujet qui vous sera annoncé et où vous avez aussi la parole en sondage pour nous proposer un sujet ou bien vous venez nous le partager sur les réseaux sociaux avec plaisir et on continuera sur cette lancée de partage d'expériences et de partage de grandes règles pour construire votre meilleure politique cyber. Merci à tous. Merci Antonin. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.